Les 100 narcotrafiquants les plus dangereux, qu'ils soient condamnés définitivement ou qu'ils soient prévenus. Et donc je continue à visiter des centres pénitentiaires sélectionnés par l'administration pénitentiaire. Hier Vendin-le-Vieil, Arles, aujourd'hui Condé-sur-Sarthe, pour pouvoir en effet au 31 juillet avoir cette première prison de haute sécurité parfaitement étanche, au grand professionnalisme de ces agents qui permet d'isoler totalement les personnes les plus dangereuses de notre pays pour qu'ils ne commandent pas de point de deal, qu'ils ne commandent pas d'assassinat, qu'ils ne corrompent pas les agents ou exercent sur eux des menaces ou les assassinent, comme c'est le cas, vous l'avez vu, le 14 mai dernier à Inkerville lors de l'évasion de M. Amra. Donc j'ai visité mon troisième établissement pénitentiaire sur lequel je vais réfléchir une fois rentré à Paris pour faire mon choix. Mon choix sera fait dans une grosse dizaine de jours. J'ai encore un établissement à visiter, celui de Saint-Maur. Mais j'ai été particulièrement reconnaissant à monsieur le directeur de l'établissement et puis à l'ensemble des agents très professionnels dans un établissement qui connaît un fort domaine de sécurité déjà, plusieurs cours de promenade différents, des îlots où il y a peu de détenus, comme on l'a vu en Italie lors de notre visite dans la lutte anti-mafia, une impossibilité de téléphoner, une impossibilité de faire venir des drones, un isolement par rapport au reste de la ville, des accès routiers qui permettent de faire des extractions mais limitées, puisqu'ici il y a de quoi notamment soigner la plupart des pathologies des détenus. Donc c'est effectivement un établissement extrêmement remarquable. Je n'oublie pas qu'ici il y a eu aussi des drames. Dans quelques semaines, nous avons un procès qui se tiendra. J'espère que la justice pourra se prononcer pour soutenir nos agents pénitentiaires que j'ai rencontrés, notamment les 2 agents pénitentiaires qui ont vécu cet attentat et qui sont profondément marqués et auxquels j'ai voulu apporter mon soutien personnel. C'est un établissement qui présente des atouts pour votre projet ? Oui, c'est un établissement qui présente beaucoup d'atouts. Il a un lieu de radicalisation qu'il faut sans doute maintenir, indépendamment des narcotrafiquants. Et puis il y a évidemment un fonctionnement qui nous permettrait, comme en Italie, de pouvoir isoler les personnes. C'est aussi le cas, je l'ai vu à Vendin-le-Vieil, c'est d'ailleurs à peu près le même type d'établissement, à peu près le même type de structure. Donc je vais continuer à réfléchir avec l'administration et pouvoir choisir le premier de ces centres pénitentiaires. Je voudrais bien préciser que si la première prison de haute sécurité sera inaugurée à la fin du mois de juillet de cette année, c'est-à-dire moins de 6 mois pour faire cet établissement, avouez que c'est un défi pour l'administration pénitentiaire et pour la première fois dans l'histoire pénitentiaire de notre pays. Il faudra d'autres établissements dans les années qui viennent puisque aujourd'hui, entre la magistrature et les services de renseignement pénitentiaire, on évalue à peu près à 600 à 700 personnes narcotrafiquants qu'il faudrait mettre à l'isolement parce qu'ils présentent une caractéristique de dangerosité pour l'extérieur. Donc la prison qui aujourd'hui pourrait au 31 juillet regrouper les 100 premiers narcotrafiquants ne serait qu'une des premières prisons. Il en faudra d'autres. Donc quoi qu'il arrive, on peut penser que même si ce n'était pas mon premier choix, Condé trouverait dans l'avenir à s'inscrire dans ces futures prisons. Comment on rassure les élus locaux qui sont en contact direct avec les riverains et les riverains qui peuvent être inquiets d'avoir des personnes dangereuses autour de chez eux ? Bon, je suis maire moi-même, je suis élu local moi-même et je voudrais remercier Madame la maire et puis tous les élus qui accompagnent ce genre de décision de l'État. Tout le monde veut des places de prison en plus, personne ne veut des prisons près de chez soi. Donc il faut que nous connections les 2 parties de notre cerveau. Ici je remercie Madame la maire, la population de Condé qui a accueilli ce centre pénitentiaire il n'y a pas si longtemps que ça. Et Madame la maire disait en introduction que malgré les craintes et les inquiétudes tout à fait légitimes et tout à fait normales, désormais ce centre de détention était dans son paysage et n'avait présenté aucune difficulté pour l'ensemble des riverains. Si nous devions choisir une prison ou des prisons pour pouvoir isoler la plupart des personnes les plus dangereuses pour l'extérieur, il ne s'agit pas la dangerosité pour l'extérieur immédiatement, c'est pour l'extérieur en général, pour la société en général. Évidemment, nous renforcerions la sécurité de ces établissements en lien avec les services du ministère de l'Intérieur. Je le ferai toujours comme je l'ai toujours fait, en concertation avec les élus locaux, les maires en premier et les parlementaires qui nombreux m'accompagnent aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Et puis si nous devions choisir un établissement comme celui de Condé, nous devrions renforcer en magistrats
également le territoire. Je remercie le président de cour d'appel, procureur général, président et procureur du tribunal. Et évidemment, ils auraient des renforcements de magistrats, ce qui permettrait aussi d'être au rendez-vous des autres contentieux du département. La prison doit accueillir les 100 personnes les plus dangereuses, notamment des narcotrafiquants. Que pensez-vous de la proposition qui a été faite de légaliser le cannabis à la française et même de dépénaliser certaines drogues, notamment la cocaïne? C'est un discours de défaite. C'est un discours de défaite et c'est un coup de poignard donné, me semble-t-il, à toutes ces femmes seules qui élèvent leurs enfants dans des conditions très difficiles. Je pense à cette infirmière de l'hôpital de Tourcoing que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin du mois de décembre, et qui m'expliquait qu'avec 3 gamins, dont un de 15 ans qui était tombé dans la drogue, dans le cannabis, parce que c'est une drogue avec des taux de THC extrêmement importants qui poussent à la dépression, qui peuvent pousser au suicide, à la déscolarisation. Quand on a des élus nationaux, des parlementaires qui proposent la dépénalisation, on donne des coups de poignard à l'éducation que donne cette dame qui courageusement, malgré ses difficultés de femme seule, essaie de remettre des règles et de l'ordre. La drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, chacun le sait, mais c'est aussi un coup de poignard donné à la société. Il n'y a pas, on peut regarder les comparaisons autour de nous, il n'y a pas de société qui ont réussi à légaliser ou à dépénaliser la drogue sans d'énormes augmentations de la consommation. Puisque en plus de la consommation cachée, qu'on utilise, qui existe quand vous consommez de la drogue parce que c'est quelque chose d'interdit, vous rendez un marché légal supplémentaire. Ne croyez pas que ceux qui aujourd'hui vendent du shit vont demain parce que des parlementaires ont décidé de légaliser, ouvrir une petite boutique en appelant les impôts pour leur demander comment on déclare leurs revenus, puis en appelant l'URSSAF aussi, puis en payant leur loyer, et puis en ayant des employés, et puis en considérant qu'il faut évidemment aller voir les prud'hommes quand ça va pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Si demain des personnes considèrent qu'il faudra vendre du cannabis, ils le vendront dans des échoppes classiques, comme on a vu aux Pays-Bas, comme on l'a vu en Belgique, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu en Suède. Tous ces pays qui d'ailleurs connaissent désormais des questions extrêmement fortes sur la légalisation. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec la première cause de mortalité désormais américaine, c'est la drogue, notamment le fentanyl, et beaucoup d'États qui reviennent en arrière, et la Suède qui revient en arrière, et les Pays-Bas et les Pays-Bas qui se prendre en charge. Si non, monsieur, je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, le taux de THC n'a jamais été aussi élevé. Donc, ce que vous vendrez dans des boutiques ne sera pas du niveau de THC que utilisent les consommateurs aujourd'hui, parce qu'il y aura une haute autorité de santé qui regardera le taux de THC, et vous irez chercher la drogue, du coup, là où elle est la plus forte. Ensuite, nous sommes un pays d'impôts. Nous mettrons une taxation. Il n'y a aucune raison que la drogue soit moins taxée que le tabac, par exemple. 80% de taxation. Donc vous irez acheter un taux de THC plus important et vous irez acheter un produit beaucoup moins cher, qui ne sera pas taxé. Et troisièmement, vous ne remplacerez pas le marché légal par le marché illégal, puisque ceux qui vendent la drogue ne croient pas en leurs produits. Ils ne sont pas aujourd'hui les pourfendeurs d'un produit auquel ils croiraient particulièrement pour pouvoir gagner des marchés, comme le serait un vendeur d'automobile ou un producteur de vin. Non. Aujourd'hui, ils vendent un produit qui rapporte de l'argent liquide. Et s'ils ne peuvent pas vendre ce produit qui rapporte de l'argent liquide, ils iront vers d'autres drogues plus dures. C'est pour ça qu'il y a le fentanyl aux États-Unis notamment. C'est parce qu'on a légalisé dans beaucoup d'États des Amériques le cannabis. Il suffit de se balader désormais dans les rues de New York pour s'en apercevoir. Et puis, quand on ne peut plus vendre du cannabis parce que manifestement les gens ont trouvé un lieu légal pour l'acheter, on va vers la cocaïne, vers l'héroïne ou vers la drogue de synthèse. Donc on va dans des drogues encore plus dures, qui tuent encore plus de gens. C'est donc un discours totalement déresponsabilisant. Et au moment où on s'aperçoit tous que le narcotrafic est une menace pas simplement de santé publique, mais une menace pour la sécurité intérieure, je veux m'inscrire évidemment totalement en faux de ces propositions. Je terminerai par dire, c'est un point très important, que si vous dépénalisez le cannabis, ou si vous légalisez le cannabis, vous n'avez pas répondu à la grande question de la production de cette drogue. Aucun pays qui a légalisé ou dépénalisé n'a par ailleurs organisé la production de cette drogue. C'est-à-dire que vous allez donc acheter en gros de la drogue à des trafiquants à l'extérieur de notre pays, qui, avec cet argent, financent le terrorisme, financent la prostitution, financent l'achat de sociétés mafieuses qui répondent à des appels d'offres, qui commandent des assassinats. Et donc vous contribuez, que vous passiez dans un monde dépénalisé ou dans un monde pénalisé, vous contribuez à votre consommation de drogue, à tout ce que nous voyons à la télévision, les assassinats d'enfants, des tortures, des règlements de compte, des quartiers mis sous l'autorité du plus fort. Donc évidemment c'est une faiblesse de l'esprit, pour ne pas dire une trahison de l'esprit, que de proposer la dépénalisation. Je m'inscris entièrement en faux. Sur les détenus qui ont eu droit à des massages dans la prison de Séis, quelle est votre position? Avez-vous fait quelque chose? Comptez-vous réagir? Donc moi je suis là depuis 7 semaines
au ministère de la Justice et j'ai passé depuis cette semaine, me semble-t-il, un certain nombre de messages de fermeté. Si les détenus doivent, une fois qu'ils ont purgé leur peine, pouvoir se réinsérer, il y a un travail important à faire en termes de réinsertion, y compris dans la prison. Je pense au soutien scolaire, je pense au travail, bien évidemment, ou aux activités sportives. Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui m'ont choqué profondément lorsque j'ai appris que cette activité gratuite qui avait été proposée localement avait été acceptée. Et donc, puisque j'ai vu qu'un certain nombre d'habitudes avaient été prises avant mon arrivée place Vendôme, j'ai demandé au directeur de l'administration pénitentiaire hier, il m'accompagne aujourd'hui, que dès demain matin, une instruction soit donnée à tous les directeurs de centres pénitentiaires de toutes les prisons pour que nous nous limitions absolument qu'au soutien scolaire et à la langue française, à l'activité autour du travail et à l'activité sportive à l'intérieur de la prison et d'arrêter désormais totalement ces activités dont personne ne comprend pourquoi elles existent aujourd'hui. Elles arrêtent à partir d'aujourd'hui? Elles sont arrêtées. Elles sont arrêtées. Il n'y aura pas de cours de yoga la semaine prochaine. Voilà, vous avez tout compris. Très bien. Monsieur le ministre, Merci. pour revenir à la prison de Condé, vous évoquiez l'attentat de 2019, il y a aussi eu des prises d'otages ici. Vous ne craignez pas, si la prison est choisie, que ça multiplie, qu'il y ait de nouveau davantage d'événements? Aujourd'hui, est-ce que notre système carcéral fonctionne? On peut dire que non. D'abord, il est en surpopulation, notamment dans les maisons d'arrêt, et c'est indigne pour la République comme pour les détenus, et ça encourage la récidive avec 4000 lits par terre, et il faut que nous résorbions ce sujet en premier. Deuxièmement, est-ce que les agents pénitentiaires sont totalement protégés aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de prise d'otage? Est-ce qu'il n'y a pas de menace sur eux, sur leur famille? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? La réponse est non, malgré le travail très important, très courageux que font les agents pénitentiaires. Il y a de la menace, il y a de la corruption, il y a des prises d'otages. Par ailleurs, est-ce que la prison met à l'isolement les personnes les plus dangereuses afin de pouvoir nous protéger, nous, à l'extérieur? La réponse est non. Monsieur Amra a réussi à s'évader, à faire assassiner deux agents pénitentiaires à la Kalachnikov sur un péage en pleine journée. On peut commander des points d'île de sa cellule, on peut téléphoner de sa cellule, on peut se faire livrer des choses dans sa cellule. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien mal. Et puis quatrièmement, est-ce que la récidive est limitée lorsqu'on sort de prison en France? La réponse est non. Nous avons un des taux des récidives les plus importants et donc nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'accompagner correctement les détenus. C'est donc notre système à trouver ses limites. Il faut donc changer les choses. Est-ce que ce changement pose d'autres questions? Notamment quand on concentre un certain nombre de personnes qui sont extrêmement dangereuses, qu'on concentre les difficultés. La réponse est oui, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je proposerai au Parlement, à la suite du travail qu'a fait le Sénat sur le narcotrafic, de pouvoir modifier le régime de détention pour quelques centaines de détenus, sur plus de 80 000. Donc il s'agit bien de bien cibler les personnes, comme les Italiens l'ont fait sur les mafieux qui ont mis à feu et à sang l'Italie dans les années 80, 90, 2000. Deuxièmement, de renforcer évidemment la formation des agents, le nombre de ces agents, la spécialisation de ces agents, et évidemment d'avoir un œil tout particulier en lien avec les magistrats sur toute personne à qui on toucherait un cheveu quand on est agent pénitentiaire. La contrepartie de cette concentration de moyens, de cet isolement total de la société de ces personnes les plus dangereuses, c'est évidemment d'être plus à l'écoute aussi des personnes qui sont en détention mais qui ne présentent pas de caractère de dangerosité pour l'extérieur. Une partie des prises d'otages, une partie des difficultés que vous évoquez, c'est aussi des personnes qui sont en détention, qui ne posent pas de questions de dangerosité à l'extérieur et qui ont du mal à accepter leur régime de détention parce qu'il est peut-être trop dur alors qu'ils devraient aller vers un chemin de réinsertion. C'est pour ça qu'en même temps que la prison de haute sécurité, qui est d'une immense fermeté, j'en conviens, il y a aussi le doublement des places de semi-liberté pour que les personnes qui ne présentent pas de dangerosité à l'extérieur mais qui doivent faire leur peine, puisqu'un magistrat l'a décidé en toute indépendance, puissent être accompagnés. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que nous mettons dans des lieux, Condé en est un exemple, même si c'est un lieu plus spécialisé, mais dans n'importe quelle prison de France, un peu tous les publics. Et que nous ne distinguons pas les détenus par rapport à leur dangerosité vis-à-vis de l'extérieur, mais on les distingue par rapport à leur condamnation. Moi, je veux sortir de cette logique. Il faut que nous distinguions et que nous mettions dans les milieux les plus carcéraux possibles les personnes qui sont dangereuses, qui soient en attente de leur jugement ou condamnées définitivement, et quel que soit ce qu'ils aient fait. Et on voit bien que normalement c'est le narcotrafic qui emporte le plus grand nombre de dangers pour l'extérieur. Et puis de mettre dans des établissements à taille humaine des personnes qui sont condamnées, qui doivent faire leur peine de prison, mais qui ne présentent pas de danger pour l'extérieur. Donc oui, vous avez raison, il peut y avoir des difficultés qui naissent du regroupement des narcotrafiquants entre eux, mais ça s'accompagnera d'un renforcement inédit des moyens des prisons que j'aurai sélectionnés. C'est pour ça qu'il y aura 1, 2, 3, 4 peut-être établissements sur à peu près la petite 200aine d'établissements que nous avons en France.